Bonjour tout le monde. Alors je vais vous présenter la CVE 53704 intitulée L'invité mystère. On va voir ça juste après pourquoi. Donc avant de commencer, je voulais juste faire passer l'appareil en question sur lequel j'avais fait la recherche de vulnérabilité. On va commencer par là. Donc, juste faites-le passer. Hop. Merci. Donc cette CVE, elle a été trouvée l'année dernière durant mon alternance à l'ISIMA. Et là, juste avant de commencer, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Malik Makes. Je suis pentester chez Abicom Group OCI depuis à peu près 2 ans. Donc, tout d'abord, on va essayer de comprendre le protocole qui est utilisé derrière, qui est MQTT. Ensuite, on va essayer d'analyser justement la vulnérabilité qui a été trouvée. Et enfin, on va voir la chaîne d'attaque et l'impact que ça a derrière. Donc pourquoi justement je fais aujourd'hui cette présentation et pourquoi MQTT est intéressant. Je pense que vous avez tous manipulé des objets connectés dans votre quotidien. Donc on peut dire que l'IoT est partout, que ce soit dans le monde d'entreprise ou dans le monde perso. Et donc vu que c'est autant utilisé, on aurait pu croire que c'est sécurisé by design. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. On verra ça juste après. Donc, on va essayer d'abord de comprendre comment marche MQTT au niveau. Donc, prenons l'exemple d'un simple robot aspirateur que vous allez programmer tous les 2-3 jours, qui s'active automatiquement et qui fait le nettoyage. Donc, ce robot, derrière, les commandes que vous allez lui envoyer, ça va être avec une application Android ou iOS. Donc, tout d'abord, vous êtes publisher, c'est-à-dire votre appareil Android, il va publier en fait des commandes sur certains topics. Donc, MQTT, donc Message Queuing Telemetry Transport, c'est le nom du protocole. Il va fonctionner avec des topics comme celui-ci, Office /étage 2 /identifiant utilisateur /micro /state, ou comme celui-là, Home, salon, thermostat, ça pourrait être robot aspirateur /commande. Et donc ça, c'est votre application qui va envoyer cette commande-là au broker. Ensuite, le broker, il va envoyer la commande à votre appareil, qui est lui subscriber. Et une fois que le robot s'active, par exemple, après 2-3 jours, lui là, il est publisher, et donc il envoie une notification au broker que vous allez recevoir pour vous dire qu'il s'est activé. C'est à peu près comme ça que ça marche au niveau MQTT, entre appareil et client. Et donc, pour nous, ce qui nous importe côté sécu, c'est l'autre qui est optionnel sur MQTT. Donc, par défaut, les brokers, donc on va dire broker, c'est un peu le serveur, il accepte les connexions anonymes et par défaut, il n'y a pas d'authentification. Il faut l'activer, la configurer manuellement. Et ensuite, il y a aussi les wildcards. Donc là, j'en parle du dièse, qui permet justement, si on fait un /dièse, on va s'abonner à tous les topics. Donc, on va recevoir tous les messages de absolument tout le monde. Par exemple, office /étage 2 /identifiant utilisateur /micro /state. Je pense que vous pouvez imaginer ce qui peut se passer. Donc, vous aurez potentiellement en fait toutes les informations de tout l'utilisateur dans le monde entier. Et enfin, il y a aussi la fonctionnalité de Message Retained qui permet justement, dès que vous abonnez à un topic, vous recevez le dernier message. Maintenant, on va s'intéresser d'un point de vue paquet. Donc, on va faire rapidement voir comment les trames justement MQTT marchent. Mais avant cela, on va se mettre, par exemple, dans un point de vue client-broker. Donc, application mobile, on va dire, qui permet de se connecter au broker ou appareil avec un client ID, username, password. Si vous avez le bon mot de passe, le broker va vous répondre CONAC avec un code de retour pour vous dire si c'est bon ou pas. Et ensuite, une fois que vous êtes connecté, vous pouvez publier des topics avec le payload. Le payload, ça va être le message que vous allez publier sur ce topic. Et derrière, vous pouvez aussi vous abonner sur certains topics. C'est un peu comme la presse. Vous avez des utilisateurs qui s'abonnent à la presse et qui reçoivent des lettres derrière.
Et donc, si on regarde un exemple de tram connect, donc là avec le code 0x10, avec la longueur 47 octets, là on a le nom du protocole MQTT, et derrière, vu que c'est sur le port 1883, c'est non chiffré, donc on a username et password en clair. Et donc pourquoi c'est vulnérable by design? Parce que déjà si on regarde à droite, on a les codes de retour connus. Donc, pour faire du brute force, derrière, un paquet égale un essai, donc beaucoup plus rapide que du HTTP. Et en plus, ça nous fait un bon oracle dès que le serveur, c'est-à-dire le broker, il leak des informations. Par exemple, s'il nous dit mauvais username ou mauvais password. Voilà. Hop. Ensuite, donc, on va maintenant s'intéresser à la plateforme qui centralise en fait toutes les actions sur l'appareil que je vous ai donné. Donc, à noter que l'appareil que je vous ai donné, il fonctionne. Donc, c'est une barre de son utilisée en entreprise en général, qui permet de faire des visioconférences. Donc, cette plateforme-là, en fait, elle permet d'enrôler vos appareils pour que vous puissiez les contrôler à distance. Et donc, à droite, on a les commandes qu'on peut effectuer avec le SaaS. Donc, on va appeler cette plateforme-là le SaaS, qui permet de configurer tous vos appareils. On a Power On, Power Off, Screen Off, Reboot, etc. Et ici, donc on a pas mal d'informations qui viennent de l'appareil. Et donc pour un attaquant, ce qui serait intéressant, c'est justement de voir si on arrive à modifier ces informations-là, voir si par exemple on ne peut pas avoir des vulnérabilités type OWASP, exemple très bête, des XSS, si on y arrive à l'exploiter ça. Donc le seul truc qu'on peut modifier sur le SaaS, c'est le nom de l'appareil. Pas assez pour aller jusqu'au bout des tests. Pour un attaquant, évidemment, pouvoir compromettre le SaaS est beaucoup plus intéressant. Pourquoi? Parce que le SaaS, en fait, dessus, il y a tous les clients et donc tous les appareils. Ok, donc avec l'appareil, il tourne sous Android, donc appareil Android 11.0. Dessus, il y a pas mal d'applications qui s'appartiennent à l'éditeur. Et donc, première étape, c'était, si vous avez pu le voir derrière, il y avait un port USB. Ça nous a permis justement d'installer APK Manager pour que derrière, on extrait les applications appartenant à l'éditeur. Et une fois qu'on extrait ces applications-là, derrière, ce qu'on a essayé de faire, c'est les reverse pour comprendre comment ça marche. Alors, la grosse application qui communique avec le SaaS, elle fait 300 MB, et on s'est vite rendu compte qu'il y a un gros souci, c'est qu'elle était bien offusquée avec ProGuard, et il y avait l'utilisation de JNI, qui est Java Native Interface. Donc pour revenir rapidement sur ProGuard, on va voir après ce qu'il fait exactement, mais ProGuard permet d'obfusquer les méthodes nom de classe. Donc au lieu d'avoir par exemple une méthode qui s'appelle Generate Password, eh ben, on aura AABC5F. Et donc ça crée en fait des noms assez random, et pour comprendre le workflow de l'application, c'est assez compliqué. Et pour le JNI, en fait, c'est une technique qui permet d'embarquer du C ou C++ dans des fichiers .so, shared objects, du code justement compilé C et C++ directement dans votre APK avec System Load Library. Et là, pour le coup, toute la logique importante, justement pour la partie MQTT, était cachée dans ces .so. Donc impossible de retrouver directement avec JADX. Et pour cela, qu'on s'est orienté sur un émulateur Android avec un appareil routé qui permet justement de aussi modifier l'architecture de l'appareil, parce que si on revient en arrière, hop, on voit ici le CPU utilisé, donc ARM EABI V7. Donc il fallait aussi modifier l'architecture du téléphone routé pour qu'on puisse derrière lancer l'application et voir toutes les trames réseau et aussi intercepter les requêtes HTTP. Pourquoi j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que l'appareil soit routé? Pour qu'on puisse justement installer notre certificat Burp Suite sur l'appareil en tant que route, pour que derrière on puisse intercepter justement toutes les requêtes HTTPS et qu'on puisse les voir en clair. Et donc, il y aura un petit souci avec Wireshark. Donc Wireshark nous a permis justement de voir les trames MQTT, mais il y a quand même un peu de sécurité. Et donc ce qui s'est passé, c'est on voyait absolument rien avec Wireshark, puisque tout était chiffré, vu qu'il y avait une couche TLS par-dessus. C'est là qu'intervient Socat. Donc on a utilisé Socat justement en se mettant sur notre Kali émulateur. Donc Socat, il tourne sur notre Kali Linux.
L'appareil, là, ça va être notre Genymotion, donc l'appareil Android routé. Et première requête que l'application fait, elle fait une requête web qui dit tiens, IFP server 2.443, donc HTTPS, c'est l'endpoint du broker. Donc normalement, ce qui se passe, c'est device IoT, directement tape broker MQTT. Et là, en fait, tout est chiffré. On voit absolument rien. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est utiliser Socat entre les deux. Et là, en fait, avec Socat, on voit en clair tout ce qui passe, vice-versa. C'est-à-dire tout ce que l'appareil, donc l'application, envoie au broker, et ce que le broker envoie au device, c'est-à-dire à l'appareil que je vous ai donné, on voit en clair avec Wireshark. Là, en fait, on a la commande avec Socat. Donc là, on voit l'endpoint de base qu'il y avait. Et en fait, on fait la redirection, donc 127.0.0.1, qui est localhost, pour que derrière, on puisse intercepter tout en clair. Donc, je m'avance un peu, mais avec les logs, et on a pu voir justement qu'il y avait du MQTT, mais on verra juste après comment. Mais là, en fait, une fois qu'on a les trames MQTT en clair, donc là, on a un petit extrait justement avec script Python qui parsait le fichier pcap avec PyShark. Pour ceux qui connaissent, c'est à peu près ce que T-Shark fait. C'est les mêmes filtres qu'on a avec Wireshark, mais en ligne de commande avec T-Shark. Et PyShark fait exactement la même chose avec un script Python. Donc on a un joli rendu comme celui-ci. Donc premier message, donc MQTT connect message. Là, on n'a pas le password, mais normalement, il y a client ID, username. Donc si on regarde donc, sur client ID, là, ça va être le client ID. Username, c'est le premier bout du client ID. Et si on regarde la fin du username, pour ceux qui ont deviné, c'est un timestamp Unix. On l'a deviné avec 173. En général, tous les timestamps Unix commencent avec ça. Ensuite, c'est ce qu'on a parlé précédemment, des topics. Donc, on va s'abonner à ce topic-là, 6, quelque chose, identifiant, /rpc, /request, /plus. Le plus, c'est comme un wildcard dièse. Mais là, en fait, il va s'abonner à tout ce qui vient après request à un seul niveau. C'est-à-dire, on va s'abonner à toutes les requests dans /request, /test. On va recevoir /request, /test2, on va aussi recevoir. Mais si c'est /request, /test, /test2, on ne va pas recevoir puisque c'est 2 niveaux. Et enfin, la partie la plus intéressante, c'est, donc là, je n'ai pas tout mis, tous les publish que l'application fait vers le broker. J'en ai mis une qui est très intéressante. C'est ce topic-là, justement, avec request /31. Donc il y a bien un ordre précis. Et on voit 3 choses importantes qui sont le code, email et serial number. Donc serial number, donc je pense que vous l'avez deviné, il a été encodé en base 64. Donc si on le décode, on va se retrouver avec un code illisible, vu qu'il a été chiffré. Même chose pour l'email. Et là, pour le code, donc le code, en fait, sur l'application, quand on veut enrôler notre appareil sur le SaaS, on a 2 contraintes, c'est il faut spécifier l'adresse mail et le code. Code à 6 chiffres, dit brute forçable. Donc on pourra, par la suite, une fois qu'on a compris tout le workflow, brute forcer le code et enrôler un appareil sur le SaaS. Et donc, première étape, c'est d'essayer de reproduire tout le workflow. Tout d'abord, il faut enregistrer un appareil sur le serveur de MaxHub. Et pour cela, en fait, avec notre proxy qu'on a fait APK Burp Suite serveur MaxHub, on a intercepté la requête et on va essayer de la rejouer. Problème, on a ce header-là qui va nous gêner. Donc XOutSign, je vais spoiler un peu la suite, mais ce qui permet de faire ce XOutSign, c'est il va hacher le body du post. On verra comment il le fait exactement plus tard. Il va le hacher et ensuite il va ajouter ce header-là. Sans ce header-là, le serveur va juste nous rejeter notre requête. Et donc, cette requête-là permet d'avoir 2 choses très importantes, Device ID et Device Secret. Donc, Device ID, je pense que vous avez pu le deviner, c'est quoi? C'est le username qu'on a vu juste précédemment. Ce qu'on a eu en haut. Et il a été généré justement grâce à cette requête-là. Et on verra à quoi il sert exactement Device Secret. Donc, pour la signature des requêtes web, là, on part directement avec JDX. On essaie de retrouver le header XOutSign. Donc là, vous pouvez voir ye.b.a. Ça, c'est ProGuard, justement, qui permet d'obfusquer les classes, les méthodes, etc.
Et donc, si on rentre dans la fonction qui nous intéresse, on voit qu'il fait du hashmac MD5 avec secret key. Donc là, déjà, première étape, validée, on peut rejouer des requêtes, c'est-à-dire modifier les requêtes et jouer avec. Deuxième étape, il faut qu'on retrouve la clé de chiffrement qui a permis justement de chiffrer l'adresse mail et le serial number. Sans ça, le broker MQTT va juste refuser toutes nos requêtes en fait, envoyées. Et donc pour ça, justement, on continue avec JDX, on cherche des strings, secret key, AES key, etc. Et on a de la chance, on tombe directement dessus et on a justement la clé AES en clair. Et donc pour finir, on a juste besoin maintenant du username et password pour voir comment il est généré. Et là, on va sortir justement la bibliothèque, enfin le shared object mqtt.so avec JDX et on le donne à IDA derrière pour essayer de retrouver en fait des strings qui contiennent MQTT pour qu'on puisse derrière retrouver comment est généré le username et le password. Et on voit ici comment le username, j'ai ajouté des commentaires et aussi j'ai repris le code mais il n'était pas lisible comme ça. Mais là on voit le username, on a le device ID plus session ID. Donc session ID c'est ce qu'on a pu deviner précédemment, c'est timestamp Unix pour qu'on puisse avoir, je suppose, des sessions uniques. Et enfin, le mot de passe, ce qu'il fait, c'est il fait hashmac MD5 avec la clé device secret et ce qui hash, c'est device ID. Et donc, on va reprendre tout le workflow maintenant pour la partie enregistrer l'appareil et ensuite pouvoir communiquer avec le broker. Et pour ça, donc on va reprendre les informations qui étaient en clair avec JDX, qui était par exemple la secret key qui permet justement de faire un hashmac MD5 des requêtes web. Et ensuite, on envoie justement, on hash le body qu'on va envoyer au serveur et avec le header XOUTSIGN. Et il va nous retourner un device ID plus un device secret. Donc maintenant qu'on a device ID plus device secret, sur l'étape 1, on peut communiquer avec le broker MQTT. Et donc, on va essayer de se connecter en générant un username avec cette fonction en Python. Et on va aussi calculer le mot de passe. Donc, pour le mot de passe, c'est ce qu'on a dit précédemment. hashmac MD5, la clé, ça va être device secret qu'on a obtenu précédemment. Le message, c'est device ID. Et donc, là, on a un petit exemple. Donc, première étape, la première étape, en fait, on la skip, mais on a créé un appareil, justement, on l'a enregistré. Maintenant, une fois qu'on l'a enregistré, ce qu'on a eu, c'est client ID, username et le password. Et derrière, on voit qu'on a pu publier les informations qu'on a interceptées. Du coup, on a rejoué dans l'ordre. Et là, on peut voir device name. On a testé justement de voir si on peut mettre des XSS qui sont derrière réfléchis sur le SAS. Et là, on reçoit bien, vu qu'on communique avec le broker, on reçoit bien des notifications avec receive. Là, on a bien des responses. Donc là, on a un petit erreur en chinois, message d'erreur, principalement dû au fait qu'on a injecté pas mal de choses. Et donc, il ne trouve pas l'index sur les caractères qu'on a injectés, avec derrière le code 824552. À noter que là, maintenant, je pense que vous en doutez bien, le SAS, il y a forcément aussi des vulnérabilités des Broken Access Control qui permettent de leak des adresses mail des utilisateurs. Et ensuite, vu qu'on arrive à chiffrer les adresses mail, derrière, dès qu'on a la cible, donc son adresse mail, on arrive à brute force en quelques minutes le code à 6 chiffres. On arrive à enrôler les appareils sur le SAS. Et donc, si on regarde tout en bas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, on s'est abonné au topic /6/ quelque chose /identifiant /rpc /request /plus. Et donc, on reçoit bien tous les topics au niveau request plus 1. Et donc, on communique bien avec le SAS. Et là, derrière, on pourrait potentiellement se dire, si on s'abonnait par exemple à /dièse, on pourrait potentiellement récupérer tous les messages de tous les appareils sur le même tenant. Donc malheureusement, il y a bien des ACL qui sont mis en place, donc ça n'a pas marché. Cependant, il y a une information qui est intéressante, c'est le username. Donc là, vous avez un timestamp Unix
sauf qu'il y avait une race condition, donc en passant par du multithreading, si on arrive à enrôler 2 appareils avec le même timestamp, il n'y a pas un check qui est fait côté SAS, et donc on arrive à la fin à enrôler en fait. Donc là, c'est un appareil qui a bien été enrôlé avec les informations qui sont reflétées sur le SAS, et on arrive à faire du DOS avec la race condition pour enrôler plusieurs appareils sur le tenant d'une cible sans qu'ils puissent justement la supprimer. Pourquoi? Parce qu'en abusant du fait de la race condition, on arrive à enrôler 2 appareils avec des identifiants qui sont les mêmes. Un qu'on peut supprimer avec la plateforme et le deuxième qui n'a pas vraiment d'identifiant dans la DB et donc on n'arrive pas du tout à supprimer. Donc j'ai pas beaucoup d'explications vu que tout a été fait en black box. Donc on avait bien demandé l'autorisation de reverse les applications, mais derrière on n'a pas eu de code source, donc on n'a pas l'explication de pourquoi il y a eu ce comportement-là. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Avez-vous des questions? Eh bien, écoutez, l'art du teasing. Merci pour la présentation. Pourquoi avoir choisi d'attaquer cette device et pas un autre, en fait? Alors, justement, en fait, il est partenaire avec Abicom. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est toucher en fait, à de l'IoT. Et sur tous nos partenaires, c'était le seul en fait, qui était facilement atteignable. C'est-à-dire on avait directement un appareil chez nous. Et donc, quand j'avais pas d'émission ou que l'émission était décalée ou annulée, je passais du temps dessus, de temps de recherche pour trouver des vulnérabilités. Et tu n'as pas essayé d'appliquer ta méthodologie sur d'autres appareils que vous auriez en stock? Alors, l'exemple que j'ai pris tout à l'heure avec les robots aspirateurs, donc je vais pas te citer de nom, mais il y a à peu près les mêmes vulnérabilités dessus. Quand vous allez enrôler votre appareil, il y a souvent adresse mail, code à 6 chiffres, et qui dit code à 6 chiffres dit brute forçable. Donc, voilà. Je ne vais pas en dire plus. D'autres questions? Eh bien, merci Malik. Merci.